Marie-Ève Gaillet, bonjour. Bonjour. Alors, audace, fougue et foi, ce pourrait être un bon résumé pour vous décrire, une fois sur le tatami, trois traits de caractère qui vous ont conduit au titre de champion du monde de judo dans la catégorie des moins de 70 kilos. Un succès assez fulgurant, avec comme revers de la médaille le fait que vous soyez désormais attendu à chacune de vos sorties, surtout quand les Jeux Olympiques de Tokyo pointent déjà à l'horizon. Marie-Ève Gaillet, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, votre terrain d'expression favori, c'est le tatami. Racontez-nous un petit peu d'où vous est venu ce goût pour le judo. Ça a commencé à quel âge? J'ai commencé le judo à 6 ans ou 7 ans. C'est ma mère qui m'y a inscrit parce que j'étais une élève un peu dissipée, on va dire. Et pour canaliser mon énergie, c'était le sport qu'on lui a donné en exemple. C'était le premier sport. Ça aurait pu être danse. Et du coup, elle m'aurait mis à la danse. Et ça a été judo. Et du coup, je fais du judo. Et du coup, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans la discipline? J'ai bien aimé l'adversité, le fait de combattre. Et puis, au début, c'était un jeu. Donc, c'était un jeu amusant de se battre de cette manière. Et puis, je me battais pas vraiment quand j'étais jeune. Donc, c'était découvrir, on va dire, de se battre avec ses règles. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été tenté par d'autres sports? Vous avez fait d'autres disciplines avant ou pas? Non, j'ai fait aucun autre sport avant. Et non, j'ai aucun sport qui m'a tenté. C'est vrai que pendant que je faisais du judo, à l'étage au-dessus, dans le complexe où je m'entraînais, il y avait la danse gymnastique rythmique. Et je trouvais ça beau. Je trouvais ça très beau. Et je pense que peut-être que si j'avais eu le choix d'essayer, ça m'aurait plu, mais j'ai rien essayé. Non. Pas de regret? Non, pas de regret du tout. Non. Alors, à défaut de pratiquer d'autres sports, vous en suivez en tout cas, notamment le football. Il est impossible de ne pas parler de la dernière Coupe du Monde. C'est un événement qui vous a marqué vu que ça s'est passé en France. Oui. Forcément, vous l'avez vécu comment? Je le regardais chez moi avec ma mère. Je m'en souviens parce qu'il faisait chaud, c'était l'été. Et puis, franchement, quel Français! Même, je pense que même ceux qui étaient en train de travailler ce jour-là, les chauffeurs ou ceux qui ne pouvaient pas regarder, c'était impossible de ne pas suivre. Et j'étais trop petite pour celle de 98. C'était le grand rendez-vous. Franchement, c'était vraiment fou. Et moi, j'ai vibré comme tous les Français devant ma télé avec ma mère. Et à chaque but, on criait, on explosait. C'était vraiment beau. Vous n'étiez pas sur les champs après? Non, pas du tout. Ah non, moi j'évite ce genre de rendez-vous. Je suis une peu heureuse, donc Ah bon? avec tout ce qui nous arrive en France, honnêtement, j'évite ce genre d'endroit quand il y a des manifestations de ce genre. Ouais, on sait jamais comment ça peut tourner, et puis il y a des fous partout. Donc, Alors, c'est le genre de souvenir forcément qui reste gravé dans la mémoire. Exactement. Je m'en souviendrai. C'était beau, Non, c'était beau. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours. À quel moment est-ce que les choses sérieuses commencent vraiment dans le judo? Parce qu'au début, il a dit c'est un peu de l'amusement. Mais à quel moment est-ce que vraiment il y a la compétition? Vous dites, ah là, quand même... Je pense que lorsque j'étais un peu plus jeune, donc peut-être quelques années après, lorsque j'ai commencé à faire de la compétition, j'ai gagné mes premières compétitions. Et lorsque j'ai commencé à perdre une de mes compétitions, je me souviens pas exactement laquelle, mais lorsque j'ai commencé à perdre une de mes compétitions, je me suis dit, ah, il y a plus fort que toi. Donc, ok, il faut que la prochaine compétition, ça soit toi qui gagne. Et je pense que c'est avec la défaite que ça m'a poussé à continuer. Et puis à 13 ans, mon premier entraîneur, Éric Roulier, a dit à ma mère que si je voulais faire du haut niveau un jour, il fallait rentrer en sport-études. Et donc du coup, c'était la voie à suivre et il m'a guidée et ma mère a accepté. Donc on a suivi ce chemin. Et voilà. Alors justement, les parents, l'entourage, ils réagissent comment quand on dit justement, voilà, à 13 ans, c'est encore très jeune, qu'il faut faire du sport-études. Le sport-études, c'est un rythme qui est quand même assez particulier. L'entourage, la famille, les parents, ils réagissent comment? Ma mère, elle a accepté parce que le choix lui a été proposé lorsqu'elle avait ce choix à faire dans sa vie. Et papy, il a refusé. Donc elle s'est dit, on va pas faire la même. Donc elle a accepté. Et puis non, elle m'a bien accompagnée. C'était pas extrêmement loin de la maison, donc on se voyait tous les week-ends. Et puis ça fait du bien, ça fait prendre de la maturité assez tôt. Et non, c'était bien. Elle a vu que on était bien encadrés, donc il y avait pas de problème. Elle avait confiance.
Alors, en 2012, vous remportez vos premières médailles et les premiers titres européens et mondiaux, notamment chez les cadets. Mhm. Vous les savourez déjà ou vous voulez déjà plus? Euh, il me semble que j'étais contente, mais que pour moi, j'avais déjà compris que être championne du monde cadette, c'était pas ça qu'il fallait viser. C'était senior, c'était plus loin. Donc 50-50. Je savoure et je veux déjà plus. Et du coup, quand on commence à gagner comme ça, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on vise? On vise, on veut rester au même niveau, pouvoir s'améliorer sur nos points faibles et on veut continuer sur cette lancée. Alors, après, donc, après les cadets, il y a les juniors. Est-ce que vous vous souvenez de ces premiers tournois juniors où ça commence à être quand même un poil plus sérieux? Ouais. Non, je me souviens pas exactement, mais je sais que junior, ça a été pas forcément mes meilleures années, pas les années où j'ai été le plus performante, mais j'ai été performante en junior chez les seniors, mais en junior chez les juniors, j'ai pas été performante. Donc je me suis dit, si t'es pas performante en junior, bon, t'as la chance qu'en senior ça se passe bien, et puis il faudra redoubler d'efforts lorsque tu seras en senior et que t'auras plus le choix. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé chez les juniors du coup, pour que vous ne performiez pas? C'était un Peut-être investissement? oui, peut-être c'était une période de ma vie où j'ai déconnecté au niveau sportif. Exactement, je pourrais pas vous dire, mais peut-être que j'avais envie de... Ouais, peut-être que j'étais moins sérieuse. Ouais. Ouais, je pense que j'étais moins sérieuse. D'ailleurs, on va évoquer un souvenir qui se passe notamment au junior. Ça va être le moment, on va dire peut-être le mauvais souvenir de l'entretien. C'est justement un championnat du monde junior. Tout se passe bien au début. Puis vous arrivez en demi-finale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, je prends cette Anglaise qui n'est pas une adversaire dont j'aurais dû me méfier, mais aujourd'hui, je sais qu'il faut se méfier de tout le monde. Et à l'époque, y a des filles que voilà, je me disais, elle, faut pas s'en méfier. Donc je la prends pas à la légère. Si, je la prends à la légère. Je la prends à la légère, honnêtement. Je le dis aujourd'hui mais je sais qu'à l'époque, je la prenais à la légère. Et ben voilà, je me suis fait surprendre. Et du coup, pas de finale. Pas de finale et place de 3, je le prends vraiment mal. Faut rester concentré, faut se dire que on peut quand même aller sur le podium et faut le faire et c'est pas facile. Alors justement, quand on perd comme ça, on va dire un petit peu contre les pronostics, à la surprise générale, une fois qu'on retourne dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe? On pense à quoi? C'est quoi le débrief avec le coach? Alors moi, je m'en souviens que j'ai lâché des grosses larmes de tristesse, de dégoût parce que je voulais aller en finale et la gagner. Et ça a mis du temps. En plus, j'étais junior, ça met du temps, je pense, lorsqu'on perd comme ça et à ce niveau-là de la compétition, de se remettre sur pied, de se dire ah, d'accord, tu vas pas gagner aujourd'hui, mais il y a encore une médaille à aller récupérer. Et du coup, c'est mon entraîneur qui m'a boosté, il y avait ma mère, et c'est eux qui m'ont dit ce sera pas la médaille d'or, mais il y a quand même une médaille à aller chercher, donc fais-le. Et puis voilà, c'est sur le coup, c'est vraiment plus l'entourage qui me permet de me remobiliser parce que j'ai presque pas envie de combattre parce que j'aurais pas la médaille d'or et c'est pas facile. C'est plus l'entourage, l'entraîneur qui me parle, voilà, qui me booste. Allez, on va passer à des souvenirs plus joyeux. Et, en 2015, il y a d'abord les Jeux européens. Vous remportez la médaille d'or par équipe. Oui, ma compétition individuelle se passe pas bien, mais il y a les équipes qui peuvent nous faire terminer sur une très bonne note. Donc voilà, il y a Clarisse qui passe avant moi, et puis après c'est mon tour, et si je marque, je suis le point décisif. On est sûr de gagner, donc j'étais toute jeune dans cette équipe de France, et puis j'avais rien à perdre. Donc on se bat contre les Allemandes qui sont des adversaires redoutables et qui sont aussi en finale contre nous, donc c'est pas n'importe qui. Et voilà, je me bats et je marque le point décisif. Vazar Ivoire-Ripon et j'étais vraiment contente de rapporter ce point à l'équipe. Et puis ça nous faisait une belle médaille en équipe et face aux Allemandes, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et une rivalité particulière contre les Allemands? Ah oui, c'est vrai que les Françaises et les Allemands, on se rencontre beaucoup, même dans le passé, avec mes aînés. Donc on peut pas perdre contre elles. C'est comme ça. C'est comme ça.
On veut Après, pas. après 2015, il y aura 2016. Ce sera d'ailleurs une année plutôt pas mal pour vous. Champion de France, Mhm. champion d'Europe junior. Là, quand même, ça fait un petit palmarès sympa. Ça fait un palmarès sympa. Et du coup, ça m'ouvre des portes pour l'international. Et oui, ça se passe plutôt bien. Et ça se passe bien. Alors, lequel des deux titres est-ce qu'on savoure le plus? Moi, je privilégie toujours les titres en senior. Donc, je dirais le titre de championne de France senior. Ouais. Juste parce que c'est en senior. Parce que c'est en senior, parce que c'est junior. Je ne parlerai pas de mes années juniors à mes enfants, je parlerai de mes années seniors, je pense. Donc, puis c'est le niveau français, et c'est un bon niveau. Donc, si tu as le niveau en France, c'est qu'à l'international, ça peut bien se passer pour toi. Donc, c'est plus valorisant. Ouais. Enfin, Alors, en 2018, vous êtes attendu au tournant lors des mondiaux de Bakou en Azerbaïdjan. mhm. D'ailleurs, même vous arrivez en finale. On vous connaît maintenant, vous chassez toujours les titres. Et malheureusement, là, il y a une japonaise en face de vous Mhm. qui est assez coriace. Mhm. J'ai une japonaise en face de moi qui est championne du monde en En titre. titre, exactement. Euh, mais moi, je veux la battre. Dans ma tête, je vais la battre. D'ailleurs, les premières secondes, c'est ce qui. Je suis en train de mener la danse, on va dire. Mener le combat. Et là, je me dis, allez, c'est comme ça, il faut y aller. Dans mes souvenirs, j'ai eu peut-être un manque de patience. Et voilà, j'en ressors que je me dis que j'étais pas loin et ça passera. C'est une question de patience. Avec le recul, c'est un manque d'expérience ou c'était trop de fougue? Je pense que c'était peut-être un manque de patience sur la gestion du combat, Mm. mais expérience, je sais pas. Peut-être que non, je sais pas. Après, c'est sûr que les championnats du monde en titre et moi, je suis pas outsider, mais je suis pas non plus. J'ai pas de titre à ce moment-là et j'ai battu des filles très fortes et je suis en finale quand même. Donc, oui, voilà. Peut-être que j'aurais dû plus étudier son profil, mais on est tellement nombreux dans la catégorie. Bon, votre revanche, vous l'aurez l'année suivante. Champion du monde à Tokyo. Mhm. Vous êtes en finale face à une Portugaise. Et là, le destin vous sourit pour le coup. Le destin, oui. Alors, pour moi, c'est Dieu. Pour moi, c'est la volonté de Dieu. Et oui, il y a une occasion à saisir en liaison de boussole. Je la saisis et je gagne. Et sur le coup, je me dis merci mon Dieu. C'est fou, c'est fou. Pour moi, c'est fou. Quand on est comme ça sur le tatami, à chaud, Mhm. à cet instant-là, on gagne. On sait qu'on est champion du monde. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ça doit être un peu confus, non? Je me dis, j'ai gagné. J'ai gagné. Mais je réalise pas. Hein. Je me le dis. Je remercie Dieu. Je suis contente et tout. Mais je suis contente. Je suis contente. C'est pas une explosion. Je sais pas exactement. Mais je me dis, waouh, j'ai gagné. C'est ouf. Et du coup, la famille, elle le vit comment, ce titre de voir notamment votre mère qui vous a Mhm. mis au judo parce que vous étiez un petit peu Mhm. agité, voir sa fille championne du monde de judo. Bah, elle était là, donc je passe de l'autre côté après les médias et je vais voir ma mère et elle est hyper contente, elle est hyper fière et comme mon père, comme mes frères et sœurs, ils sont super contents et ils le vivent bien et je reste toujours la dernière de la famille, donc je suis championne du monde, mais je sais où est ma place dans la fratrie et je reste là, je suis numéro 1, mais je suis la dernière de la famille. C'est pas mal ça. Donc, je reste à ma place, on va dire. Alors, quand on est comme ça au sommet, champion du monde, on dit souvent que le plus dur, c'est d'y rester. Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la motivation? Parce qu'on a souvent vu des gens être champion du monde une fois et puis après, on ne les revoit plus. C'est quoi le secret ou qu'est-ce qui va vous motiver pour rester au sommet, pour être performant toujours? Ce qui va me motiver aujourd'hui, c'est que les Jeux Olympiques sont dans quelques mois
Et je veux que ça se reproduise de la même manière. Et je pense que si ça se produit de la même manière et que ça se passe bien aux Jeux Olympiques, eh ben, la motivation, ça sera toujours de vouloir ressentir la même satisfaction que j'ai eue au monde, la même satisfaction que j'aurais eue. Ça, pour moi, c'est le fait de gagner, c'est ce qui me donnera l'envie de continuer. Yeah. De se dire, je veux ressentir, je veux gagner encore. Je veux me prouver que je peux le faire. Alors, quand on a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde, il reste ce titre olympique. Exactement. Il faut qu'il arrive. Il va arriver. Il va arriver. Dès 2020 ou vous ne mettez pas la pression? Dès 2020, ce serait très bien. Pour avoir l'occasion de défendre dans 4 ans à domicile à Paris? Exactement. Exactement. Ça peut être un bon plan de marche. Alors, dites-nous maintenant un petit peu, quels sont les atouts pour être un bon judoka? Les atouts pour être un bon judoka. Déjà, je pense qu'il faut avoir confiance en soi, un minimum. Faut avoir confiance en soi, faut être bien entraîné pour compléter cette confiance en soi et lorsqu'on se retrouve en compétition, pouvoir être un peu tranquille sur ses acquis physiquement. Je pense qu'il faut avoir une bonne relation avec notre entraîneur et il faut être bien entouré dans nos amis, dans notre famille aussi. C'est important parce que si on a un mauvais environnement, on peut s'en sortir, mais il faut avoir l'esprit libre en fait lorsqu'on va à l'entraînement, lorsqu'on va en compétition. Donc le fait d'avoir un bon entourage, ça peut qu'aider. Alors, on dit aussi souvent qu'il y a une famille du judo, notamment le judo français. Il y a vraiment beaucoup de monde qu'on connaît. Il y a beaucoup de gens aussi d'ailleurs qui sont passés ici. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, Clarisse Agbenienou, il y a Madeleine Malonga, Priscilla Nieto et encore bien d'autres. Quelle est votre relation à vous toutes? Comme vous l'avez dit, c'est la famille du judo. Et on a la chance d'avoir... Moi, j'ai la chance d'être la plus jeune, donc je peux copier tout le monde. Je peux copier tout le monde en échange. Je peux m'inspirer de toutes les filles. Et inversement. Mais j'ai la chance de pouvoir voir des aînés comme aussi Gévry, Lucie de Cos, et pouvoir discuter avec elles. Et c'est ce que je fais. Je discute avec mes aînés. Je discute avec Clarisse. Et pour moi, aujourd'hui, Clarisse, sur le tapis, comme dans la vie personnelle, c'est comme ma grande sœur. Donc voilà, sur tous les points, je peux m'inspirer et demander de l'aide. Et c'est ça. C'est ça qui fait notre force aussi. Alors, sur le tatami, c'est quoi le style Marie-Ève Gaillet? C'est un style... c'est un peu 50-50. Faut rigoler. Ouais. Faut rigoler. Et faut aussi être concentré et s'efforcer d'être concentré. Et voilà, être sur les combats, être explosive et ouais, se parler. Se parler constamment, on va dire. On a le temps de se parler. On a le temps de se parler quand on est en combat face à un adversaire? On a le temps de se parler. Ouais. Parce que quand ça va pas, qu'on trouve pas forcément la solution les premières minutes, il faut se dire reste concentré, ça va venir. Il y a l'extérieur de notre entraîneur qui nous parle, qui nous donne des consignes. Et il faut qu'on puisse faire un choix assez rapidement. Donc oui, reste concentré. Tu sais que cette fille-là, c'est comme ça, ou tu sais pas, mais t'inquiète pas. Et confiance en toi, continue sur cette voie. Alors, avant de se quitter, Marie-Ève, il faut que vous nous expliquiez d'où vous est venu votre surnom de la dormeuse. Alors, ce surnom, il me vient surtout quand on fait des longs voyages. On va au Japon presque une fois par année. Et il y a le décalage horaire. Et moi, je dors dans l'avion. Et après, je dors encore sur place. Et je dors partout, en fait. Avant d'avoir le permis, je dormais dans le métro, sans louper ma station, bien sûr. Mais non, honnêtement, j'ai la facilité à dormir partout. Ouais, partout. Tant que c'est pas sur le tatami. Non, quand même pas sur le tatami, quand même pas. Mais même s'il y a du bruit, si je dois dormir, je vais dormir.
Ok, c'est bon à savoir. En tout cas, Marie-Ève, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et forcément, bon courage pour Merci. Tokyo 2020 Merci. avec la médaille. Encore de l'or.